Kinshasa Direct, bienvenue à ce programme Vespéral, au cours duquel nous débattons plusieurs sujets d'actualité, sujets sociaux. Et nous allons en parler aujourd'hui. L'affaire Pero Luara. Pero Luara a été radié de l'UNPC. Est-ce que la sanction est-elle proportionnelle? François Kaboulo, président de la commission des disciplines de l'UNPC, sera notre invité. La table ronde Katange Kasaya. Comment la jeunesse a-t-elle perçu les résolutions issues de ces assises? Voilà, ça sera avec M. William Mukambila, qui est président du Conseil national de la jeunesse. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa Direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bedrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bedrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. À l'Assemblée nationale, la nouvelle tentative d'insertion de la loi Tchiani suscitait déjà de remous dans les provinces. Le bureau rassure que le débat sur la congolité n'est pas à l'ordre du jour de cette session. La Chambre basse, qui a fait cette annonce, a par ailleurs invité les députés membres de l'opposition à déposer la liste des dispositions qui requièrent le consensus en vue de permettre les échanges. Le journaliste et patron de CPL TV est radié de l'Union nationale de la presse du Congo, Pierre Luara, et la décision de la commission de discipline et d'éthique professionnelle et tribunal de paix suite aux propos de Pierre Luara qualifiés de diffamatoires contre le chef de l'État, Félix Tshisekedi. En dehors de nos frontières, le Togo a répondu favorablement à la demande des autorités de la transition malienne de jouer la médiation du dialogue entre Bamako et la CEDEAO, mais l'initiative est pour le moment strictement bilatérale. Jusque-là, la communauté sous-régionale ne s'est pas encore prononcée. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Arlette Boutella. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Merci à vous, Bedrine Kenge. La grande édition, ça sera à 19h avec Arlette Boutella. L'information, entre-temps, continue sur www.tele50.cd. Donc, continuez certainement à nous suivre. Nous allons parler des Pero Luara. Nous tenons d'abord à démentir l'information qui circule sur les réseaux sociaux selon lesquels Jean-Marie Kassamba aurait soutenu les propos des Pero Luara. Il n'a jamais été question, Jean-Marie Kassamba ne l'a jamais fait. Si vous aviez suivi ses dernières interventions sur Télé 50, il est monté au créneau pour condamner de tels propos et il est monté au créneau pour refuser. Alors, n'en déplaise à ses détracteurs qui se lancent sur des réseaux sociaux pour prendre des termes hors contexte alors que ça n'a jamais été le cas. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons recevoir Kaboulo Mona Kaboulo pour parler de cette affaire de Pero Luara et aussi M. William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse. Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant. Radio 50, ça sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la République démocratique du Congo. Vous aurez aussi depuis l'étranger la possibilité de nous contacter, de nous envoyer vos informations, vous envoyer vos questions, vos préoccupations. Et cela, ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour.
Shinarambo a tiré qui pays par terre. On a préféré dans le but, non, Shinarambo a plus travaillé que mon président, à moi. Shinarambo a quitté côté, il y a... on doit faire attention, ça doit nous interpeller. Les populations, les Kamati, ça fait peur. Ça fait peur. Pour quelqu'un à tiraki Mboka par terre, il y a besoin de dire que tout bon Mboka, si on doit maintenant comparer à deux, si le président, si le président ne tape pas sur la table. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République. d'aggraver les conflits.
1885, nous n'étions pas là. Lorsqu'à Berlin, nos limites sont établies. Ainsi nous naquîmes, ainsi nous fûmes connus du reste du monde. Alors s'exacerba aussi notre désolation, nous qui depuis fûmes soumis aux besoins les plus répugnantes, battus, mutilés, humiliés, mais tout cela était considéré comme digne de nous, vu notre rang des forçats, notre rang d'esclaves, déchus de nos droits, réclus de nos prédilections. Nous n'avions que des impératifs sur notre propre sol, où restrictions et répressions dictaient leurs lois, la loi à tort, du plus fort. C'est dans ce déferlement de haine, de brutalité coloniale, que notre force, notre conscience de nous liguer contre l'adversité s'éveilla. Affermis dans la souffrance, commença alors notre lutte. Lutte pour être enfin nous-mêmes, lutte de Kimpavita. Simon Kimbangu, lutte des pères de l'indépendance. Et que Patrice Emery Lumumba arracha enfin au prix de sa vie et celle des milliers d'autres anonymes qui n'hésitèrent à donner de leur sang et querellera Laurent Désiré Kabila pendant 30 ans. Le temps du mutisme, les temps de l'impassibilité, les temps de l'inertie étaient passés. Notre lutte, c'est aussi cette dignité recherchée et acquise, défendue à l'aune des hommes comme Mobutu, militant invétéré de notre authenticité, intégrité et unité. Le Congo restera un et indivisible. Notre lutte, c'est cette référence à la bravoure des 13 parlementaires dont Étienne Tshisekedi, Marcel Liaou, Joseph Ngalula défiant la dictature. Oui, nous l'avions réellement défié. Est criminel, il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe. Comme lorsque nous obtenions notre indépendance, battant notre propre record de liberté. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Comme dans notre apogée, lorsque le monde avait courbé l'échine devant notre volonté de ressembler à nous-mêmes, d'investir en nous-mêmes, repoussant nos limites pour accomplir des prouesses jamais rêvées, jamais imaginées. Comme lorsque nous vainquions les affres de la dictature, renversant le lit du néocolonialisme. La joie immense, on était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Comme lorsque nous luttons contre la balkanisation du Congo, orchestrée par les prédateurs de nos richesses, laissant des héros sur les champs d'honneur, des vaillants soldats comme Mamadou Ndala. C'est ainsi que nous apprîmes à faire bloc, envers et contre tout, surmontant nos clivages pour contrer nos pourfendeurs. Restons unis. On va faire de ce Congo un grand pays démocratique, un pays prospère. Guidé par cette passion du renouveau, incité par Joseph Kabila, dans l'élan et l'inclination immuable à nous inscrire dans l'histoire du monde comme une nation puissante et démocratique, nous n'avons jamais renoncé, jamais baissé les bras. Désormais nous faisons un, nous visons loin et nous rêvons grand. Après tout, nous sommes tous Congolais.
Télé 50, simplement congolais. Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant. Radio 50, ça sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la République démocratique du Congo. Vous aurez aussi depuis l'étranger la possibilité de nous contacter, de nous envoyer vos informations, vous envoyer vos questions, vos préoccupations. Et cela, ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour. Donc il faut qu'on fasse attention de tenir compte de la géostratégie et de la géopolitique internationale. La Russie, elle est dans un club, dans un bloc des puissances émergentes, des grandes puissances nucléaires émergentes. Vous avez la Chine qui est avec la Russie, qui fait 1,5 milliard d'habitants. Vous avez l'Inde qui fait 1,3 milliard d'habitants qui est avec la Russie. Vous avez le Pakistan qui fait près de 200 à 500 millions comme ça d'habitants. Vous avez la Turquie qui fait dans les 300 millions d'habitants. Et ici en Afrique, quand vous regardez à l'Algérie, qui est un allié inconditionnel de la Russie, vous avez l'Afrique du Sud. J'en passe, il y en a beaucoup de pays émergents qui sont avec eux dans ce groupe. C'est un groupe qui milite pour un nouvel ordre économique international. Ils sont en train de se battre pour que le monde soit multilatéral. Ils veulent rompre avec l'unilatéralisme imposé par les États-Unis. Les États-Unis veulent imposer leurs lois seuls dans le monde. C'est ça en réalité les enjeux. Nous devrons comprendre ces enjeux et regarder vers où il faut se mettre. Soit on est non aligné ou bien on s'aligne sur un bloc qui défend nos intérêts. C'est ça la géopolitique. Mais suivre les Français, vous avez vu en Ukraine, les Européens ont encouragé et ont soutenu le président ukrainien à défier la Russie. Aujourd'hui, il est dans des problèmes. Ils ne font que lui envoyer des armes et il ne peut pas les défendre. Aujourd'hui, c'est la Russie qui va décider de la fin de la guerre. Même si la guerre prend fin, c'est en fonction de ce que la Russie va poser comme condition. Donc, vous voyez, c'est une guerre qu'ils ont créée de toutes pièces. Le président Erdogan, compte tenu de ses relations avec les Russes, il a voulu créer des conditions pour une sortie honorable. Mais les Américains et les Français, comme ils ont un autre agenda, ils ont saboté cet arrangement. On devrait tenir compte de nos intérêts. Ces gens-là, ils ont allumé la guerre en Europe de l'Est, croyant qu'ils peuvent tirer profit. Eux, les Américains croient que la guerre va finir vite et l'Ukraine sera détruite. Ils vont reconstituer l'Ukraine et l'Europe sera affaiblie. Donc l'Europe sera dépendante d'eux, la Russie sera affaiblie. Donc tous les calculs sont faussés. Et nous, en tant que Niger, pays pauvre, on doit faire attention. On doit faire attention. Les Français, apparemment, il leur manque de la géopolitique et de la géostratégie. Sinon, un pays comme la Russie qui fait 31,58 fois la France, 31,58 fois la superficie de la France, c'est ça la Russie. C'est presque un continent. C'est elle qui fournit 40% de leur consommation en énergie à l'Europe, toute l'Europe. C'est elle qui fournit 34% du blé et du maïs au monde entier. Donc l'embargo contre la Russie, moi je trouve que sur le plan économique, objectivement, c'est un embargo qui est contre-productif. Puisque la Chine est prête, elle est prête à observer
les besoins que les Européens refusent d'acheter à la Russie. La Chine a besoin de l'énergie. C'est un pays qui consomme beaucoup d'énergie, qui est 1,5 milliard. L'Europe, elle ne fait que 700 millions d'habitants. Donc, les besoins de l'Europe, si elle dit qu'elle n'achète pas à la Russie, la Chine est prête à observer ça. Donc l'embargo est où? Il est contre les Européens, pas contre la Russie. Vous avez l'Inde qui fait 1,3 milliard, un grand consommateur. Vous avez la Turquie, vous avez le Pakistan. Tous ces pays-là, ils peuvent acheter des produits à la Chine. C'est uniquement les Européens qui font l'embargo contre la Russie. La Russie continue à commercer avec le reste du monde. Donc, vous voyez, la stratégie adoptée par l'OTAN n'est pas bonne. L'OTAN a eu à conduire des guerres sur les bases des mensonges. Vous avez l'Irak, vous avez l'Afghanistan, vous avez le tout proche de nous, la Libye, où ils ont menti sur Kadhafi pour le tuer. Bon, toute cette stratégie-là, les gens ne vont plus accepter le suivre comme ça aveuglement. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on réfléchisse, qu'on interroge vraiment les grands spécialistes, nos experts. On a des experts en géopolitique, en géostratégie, des experts militaires, des historiens. Tout ça, il faut créer des conditions pour eux. Ils font ça chez eux avant de prendre des décisions. On ne doit pas suivre comme ça parce que la France veut quitter le Mali, venir s'installer chez nous. Non, il faut qu'on fasse attention. Quand la situation va pourrir, la France va se retirer, nous laisser dans une situation difficile. Moi, c'est mon avis par rapport à ça.
Voilà, on y est. Dossier Perrault-Louara, la sanction est-elle proportionnelle? Nous allons en parler. Donc, nous allons recevoir Claude-François Kaboulou-Mona Kaboulou, président de la commission des disciplines de l'UNPC. Et vous le savez, nous tenons aussi à dénoncer, à démentir l'information qui circule sur les réseaux sociaux sur lesquels Jean-Marie Kassamba serait pour le propos tenu par Perrault-Louara. Ça n'a jamais été le cas. Dans toutes les interventions de Jean-Marie Kassamba, que ce soit sur Télé 5 intérieur, il a toujours condamné, continue à condamner le propos de Perrault-Louara. Alors, ceux qui ont eu à publier des tels articles, c'est qu'ils ne savent pas peut-être la personne. Merci beaucoup. Monsieur François Kaboulou-Mona Kaboulou, bienvenue. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, merci à vous aussi. Perrault-Louara, radié, c'est fort ça comme sanction? Non, c'est par rapport aux fautes commises par notre confrère. Je pense qu'il est allé au-delà de la limite et tout est prévu dans notre code, le code déontologique de journalistes œuvrant en République démocratique du Congo. Il est supposé que tout le monde est en possession de ces codes. Et d'ailleurs, Perrault-Louara, qui est à sa deuxième audition, il avait été entendu au mois d'avril. Il était en conflit avec le ministre de l'économie, le ministre qui a été sorti, vous vous rappelez dernièrement. Le ministre avait porté plainte, toujours de propos un peu discourtois, dépassant les cadres normalement de la profession. Nous avons jugé Perrault-Louara. Il s'était fait accompagner des deux avocats. Nous l'avons jugé en première instance. Après, il y a eu le recours de la partie accusatrice. Nous l'avons encore jugé au deuxième degré. Nous l'avons sanctionné de 3 mois de suspension ferme par rapport à la profession, mais son avocat a introduit un recours. Nous avons réexaminé l'affaire et il en est sorti avec un blâme et un engagement ferme. Il a pris un engagement ferme et il a reçu de notre part les codes déontologiques. Il nous a dit qu'il fera de ses brochures les livres de chevet et qu'il gardera ça tous les jours. Et parce que nous, notre mission, c'est aussi une mission pédagogique. Aider les journalistes à les rapprocher le plus possible des textes. Nous avons constaté que la plupart des journalistes congolais ne lisent pas les textes qui les concernent. Les statuts particuliers, par exemple, qui nous régissent. C'est ces statuts-là qui nous guident. Oui. Les statuts particuliers de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle. Tout est là-dedans. Donc nous nous statuons en fonction de ce document. Nous ne sortons jamais des cadres. Donc au deuxième degré, Perrault-Louara est sorti avec un blâme. Et en plus, avec les codes déontologiques, il a pris des engagements, il a écrit à la commission. Il a pris des engagements pour un autre comportement. Avec le ministre. Première affaire, oui. C'est pour, je signale à l'opinion, que c'est pour la deuxième fois qu'il a été rappelé devant les tribunaux des pairs. Et là, nous jouons notre rôle dans cette affaire qui a scandalisé tout le pays, hein, n'est-ce pas, tout le monde a suivi. Il a outrepassé les cadres, alors nous avons des procédures. Soit nous Est-ce qu'il a été attendu pour cette affaire? Il a été convoqué. Il a été convoqué. Vous savez, nous sommes... Il y a l'article 54 de notre statut. Est-ce que d'abord les conditions, parce qu'aujourd'hui, il est d'abord recherché par la justice. Oui, ça c'est au pénal, le parquet, voilà, etc. Au pénal, oui. Mais comment vous le convoquez dès lors qu'il est d'abord recherché au niveau du pénal? Non, je crois que la justice l'a recherché après nous. Oui. Parce que nous avons réagi aussitôt en nous référant à l'article 54 de notre statut particulier qui dit ceci, c'est un bref, en vertu de l'article 38 des statuts de l'Union, le tribunal des pairs peut se saisir d'office des cas de flagrance avérée. Nous avons estimé que son cas était une flagrance et automatiquement on n'a pas besoin d'une plainte et nous nous saisissons du dossier. Il y a une plainte qui a été déposée. Par qui? Par M. Kabunda, je crois. Oui. Il a déposé, ils étaient à 2, mais la plainte est même arrivée après. Parce que nous avons cette autorité-là. En ce qui concerne le comportement du journaliste, tout journaliste qui sort du cadre, si la commission estime qu'on peut se saisir de ces dossiers, on n'a pas besoin de plainte. Et dans le cas de Perrault-Louara, c'est comme ça. Oui. Il a enfreint quelle règle déontologique, Perrault-Louara?
Beaucoup d'articles. Hein. Allez-y. Nous avons... Parce que comme vous avez dit, c'est pédagogique. Oui, c'est pédagogique. Ceux qui sont en train de nous suivre aussi comprennent. Absolument. Donc, nous avons publié même un article à l'intention de tous les médias, ce matin que nous avions reçu, que la commission d'éthique et des disciplines et d'éthique professionnelle, nous avons informé le public, et particulièrement les journalistes, que conformément au statut particulier de notre commission, dans son article 34, qui stipule que le tribunal de paix connaît des fautes professionnelles, de presse, des violations du code de déontologie d'éthique, des documents que je détiens du journaliste, et de tout autre manquement, même extra-professionnel. Et c'est pour ça que nous nous sommes autosaisis de ces dossiers, et nous avons aussitôt après convoqué, invité, je dirais, pour lui de courtoisie, nous avons invité Pero Luala il y a 2 jours, et il a reçu. Dès qu'il a reçu l'invitation du tribunal de paix, quelques minutes après, il a réagi. De la part de qui? De la part de moi, le président. Vous l'avez fait Je lui ai envoyé par WhatsApp. Par WhatsApp. Ah oui, parce qu'on n'avait pas son adresse précise. Ce sont des moyens que nous utilisons. Et 10 minutes, il m'a appelé. Président, je dis à Perrault, quelle nouvelle? Ça va. Ah, je viens de recevoir mon invitation. Mais... Là, sur WhatsApp. Ouais, on a parlé. Mais monsieur le président, je ne saurais pas être là. Tout le monde sait que je ne suis pas à Kinshasa depuis 1 semaine. J'ai dit, ah ça, je ne savais pas. J'ai dit, Perrault, nous vous attendons le jeudi à 10h au siège de l'UNPC. Non, je ne peux pas être là, je ne suis pas à Kinshasa. Moi, je dis, mais pour la première affaire, vous aviez un très très bon... deux avocats d'ailleurs, dont Patrick Kaïssa, un ancien journaliste, qui est devenu maintenant avocat, il s'est formé. Ah, il dit, mais mon avocat est à Kolwezi. Je dis, oui, Perrault, voilà, bats-toi pour qu'il y ait un autre avocat, parce que très souvent, quand vous vous adressez dans la chambre des avocats, ils sont nombreux. J'ai dit, arrangez-vous pour que même l'assistant de votre avocat soit là. Il m'a dit, président, je vais m'arranger. Et c'était la dernière conversation entre Perrault, Luala et moi. Et ce matin, nous nous sommes présentés à notre tribunal. On était à 9h30 et à 10h30, avant la séance, moi en tant que président, j'ai dit non, nous allongeons le délai compte tenu des embouteillages, etc. Et on est allé jusqu'à 10h45. Là, vous attendiez, nous attendions, soit l'avocat ou l'assistant? Oui, l'assistant de Perrault. Parce que lui, déjà, il vous a dit qu'il n'est pas à Kinshasa. Oui, il a dit même. Il a dit. Mais je n'ai pas vu, je ne sais pas où il est. Il peut dire, mais peut-être qu'il est ici. Je n'ai pas la possibilité matérielle de vérifier où il est. Mais c'est lui qui me l'a dit. Et nous attendions éventuellement aussi le plaignant. C'est lui qui avait déposé la plainte. Parce que quand vous déposez la plainte, s'il s'agit de juger le journaliste, il verse les frais de $20 comme frais d'instance. Mais pour les non-journalistes, il verse $350 de frais d'instance. C'est marqué dans nos dossiers. Donc j'ai reculé les débuts d'audience jusqu'à 10h30, 10h35. J'ai demandé au juge Eyenga de sortir, de vérifier dans tous les locaux de l'UNPC si Perrault Luala ou son avocat était là, ou si le monsieur qui avait déposé la plainte était là. Le juge Eyenga est allé vérifier partout, il n'y avait pas de traces. Et le tribunal a ouvert l'audition et nous avons statué à son absence. Et le monsieur qui a déposé la plainte, lui aussi n'était pas là, mais en vertu de l'article 54, nous avons le pouvoir et l'autorité de statuer, et nous avons statué avec les juges présents. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui ont déposé les recours? Parce que j'ai suivi, semble-t-il qu'il y a un de ces avocats qui aurait déposé un recours. Non, pas chez nous, jusqu'au moment où je suis ici à Télé 50. Moi, j'ai quitté l'UNPC aux enfants. Une fois les recours déposés... Ah, mais qu'il dépose. Oui. Nous allons examiner, il y a des procédures. Dès lors qu'il est radié de la profession, et qu'il se retrouverait en dehors de Kinshasa, même en dehors du pays, il pourrait commencer à publier ses vidéos comme il a l'habitude de le faire. Alors ça sera comment? La sanction est claire, cher ami. C'est-à-dire que lui, maintenant, il est radié dans l'ordre corporatif des journalistes congolais œuvrant en République démocratique du Congo. Donc sur l'ensemble du territoire congolais, il ne peut plus opérer.
Et la commission, juste après nous, il y a la commission de la carte qui a récupéré également notre décision et qui a décidé de lui retirer la carte et de l'annuler. Donc au moment où je parle, il ne peut plus prester. S'il est à Brazzaville ou s'il est au Gabon, ça ne nous engage pas. Mais sur l'ensemble du territoire national, il ne peut plus prester. Nous avons trouvé aussi que par rapport aux fautes commises, quand même, il est récidiviste. Parce qu'il était entendu par nous. Il a écrit même au juge pour s'amender. Et nous, dans notre dimension du tribunal pédagogique, j'insiste, parce que nous sommes en même temps des pédagogues, comme il avait pris des engagements avec nous, et que moins de mois, il redevient encore sur la scène, cette fois-ci avec des propos outrageants, et particulièrement sur la personne du chef de l'État, rentrant dans sa vie privée. C'est là où il a commis des impairs. Alors, par rapport à nos textes, ces violations sont importantes. Alors, vous ne voyez pas qu'à un certain temps, vous êtes un peu limité, surtout pour ceux qui sont en train d'exercer leur activité sur YouTube, comme lui, c'est un YouTuber. Une fois qu'il se retrouve en Europe, il peut continuer à exercer, à envoyer ses vidéos comme d'habitude, comme si de rien n'était. Alors nous, notre autorité, je crois que ça s'arrête au niveau de l'Union de la presse sur le plan du territoire. Et je crois qu'il doit y exister d'autres mécanismes. Oui. Parce que lui, il est poursuivi aussi par les parquets. Oui. Nous, ce n'est pas nous. Par les parquets, il y a le parquet maintenant qui le poursuit, parce que j'ai vu des mandats. Il y a des mandats. Les mandats ont été lancés, donc il est recherché. En général, les tribunaux savent comment mettre la main sur le citoyen qui est recherché. Il doit certainement y avoir des mécanismes. Ça, ce n'est pas nous, ça nous dépasse un tout petit peu. Que peut-être les tribunaux, le parquet, le ministère de la Justice peut toujours chercher des voies et des moyens pour mettre la main éventuellement sur lui et pour le faire revenir. Mais en ce qui concerne la profession, c'est terminé sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, il peut devenir commerçant, il peut faire la politique, ça ne nous engage pas. Mais prester comme journaliste en République démocratique du Congo, je pense que c'est terminé. Voilà. Et aujourd'hui, on sent maintenant que l'UNPC commence beaucoup plus à prendre ses responsabilités. C'est quoi? C'est parce que vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'impairs de la part des journalistes. Vous savez que la presse est envahie par ce que nous appelons les moutons noirs. Et ça, c'est une lutte que nous devons mener. Et il y a eu les travaux des États généraux de la presse, vous vous rappelez? Oui. Et il n'y a pas très longtemps. Et nous attendons une assemblée générale extraordinaire dans le but justement de renforcer nos textes. Et il y a des points sur lesquels on va insister pour renforcer, n'est-ce pas, les pouvoirs de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle, la commission de la carte et la commission de la formation. Et nous sommes toujours en pourparlers avec les tribunaux traditionnels pour voir dans quelle mesure on peut collaborer, parce qu'il faut qu'il y ait du répondant par rapport aux sanctions que nous prenons. C'est un peu ça, on est un tout petit peu limité, mais c'est en voie maintenant de s'organiser. Mais je sais que de l'autre côté du pouvoir public, on attend beaucoup de choses de nous. C'est pour ça que le président de la République s'est vraiment engagé. Vous avez vu, dans toutes nos activités, il est présent. Il essaie, dans la mesure du possible, de nous assister pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Il était aux travaux préparatoires, aux travaux des États généraux. Il a ouvert. Il est venu clôturer. Il a fait des observations, comme tout le monde, la société aussi s'est plaint. Et nous prenons tout ça en considération, nous analysons et nous sommes en train de rechercher des voies et moyens comment redresser tant soit peu notre presse. Parce que pour le moment, les journalistes sont en train de quitter les chantiers professionnels et ils se livrent vraiment dans la vie privée des gens, ce qui n'est pas recommandé par la profession. Tout journaliste formé sait qu'il ne faut pas aller toucher la vie privée des individus et surtout avoir des accusations sans preuve. Ce n'est pas normal. Et nous sommes en train de nous battre pour ça. Et nous avons aussi besoin du pouvoir public. Nous sommes limités aussi. Il faut quand même réguler, surtout avec la venue des nouvelles technologies de l'information. Exactement, c'est ça. Là, vous allez voir, quelqu'un, il suffit tout simplement d'avoir un micro, une caméra,
puis c'est tout, il s'autoproclame journaliste, et puis ça passe sur le YouTube. Oui, et là, exactement. pour avoir beaucoup plus de buzz, des nombres de vues, il faut s'attaquer à François Kaboulé, Mona Kaboulé, toucher à sa vie privée. Ça. Et là, il y a des buzz. Et quand il y a des buzz, c'est qu'il y a l'argent qui entre. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est les combats que nous sommes en train de mener. Nous devons le mener ensemble. Quand vous regardez bien, les grandes rédactions ne nous posent pas de problèmes. Au niveau du tribunal de paix, je ne me souviens pas avoir eu un problème avec un journaliste de Télé 50. Cela veut dire qu'il y a l'encadrement qui est assuré. À Top Congo, RTNC, des grands journaux, des grandes chaînes de télévision, des grandes chaînes de radio. Non, vous sentez qu'il y a un encadrement suivi. Mais nos amis qui sont dispersés, n'importe qui, même un vendeur de cacahuètes, il suffit qu'il sache écrire un tout petit peu, on ne les contrôle pas. Donc c'est la lutte que nous devons mener ensemble et nous sommes résolument engagés à nous battre contre ces fléaux. C'est finalement un fléau qui est en train d'envahir le métier. Et ça déstabilise même le journaliste professionnel. Parce que par exemple, ce que Perrault a fait, il a d'autres qualités, c'est vrai. Le journaliste, mais il se trompe, il est allé de là. Mais là, on est un peu dessus parce que c'est quelqu'un qui détient les codes et qu'il a reçu de nous. Donc je me demande même s'il a eu le temps de les lire. Parce qu'un bon journaliste, si de temps perdu, il essaie de feuilleter ses codes, je pense qu'il comprendra qu'il y a des limites et le journaliste se dira non, jusqu'à quelle limite je peux aller. Alors qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine pour qu'il y ait la création d'un ordre, d'abord de journalistes? Vous voyez, chez les avocats, il y a un ordre. Oui. Chez les architectes, il y a un ordre. Oui. Chez les médecins, pourquoi ne pas faire aussi afin d'encadrer, d'éviter un peu toutes ces tares constatées ces derniers temps dans les journalistes? Non, vous savez, la démocratie, c'est aussi... la démocratie a ses failles. Vous savez, avec cette démocratisation, regardez les médias, on a combien de chaînes de télévision? Ça ne relève pas de nous, journalistes, ça relève de l'État, qui est responsable de la distribution des fréquences. Ça, ce n'est pas nous. Qui distribue les fréquences? C'est l'État congolais, via le ministère de Pentic, je crois, et via le ministère de la communication et des médias. Ça, ce n'est pas dans notre responsabilité. Nous ne pouvons pas contrôler. Qui donne les autorisations aux chaînes de se créer? Les chaînes sont gérées par qui? C'est par les hommes d'affaires, par les politiques qui estiment que non, il me faut une chaîne absolument pour faire la campagne et la propagande. Et quand ils créent des chaînes comme ça, ils embauchent qui? Est-ce que les journalistes ou les soi-disant journalistes qui sont là-bas, est-ce qu'ils ont un statut? Est-ce qu'ils ont des contrats? Non. C'est des gens souvent sous-payés ou quasiment impayés. On leur dit non, débrouillez-vous. Alors le mec, ils ne sont pas contrôlés, ils font n'importe quoi. Et ça, ils envahissent malheureusement la profession, sans passer par nous. Sur ce plan-là, nous n'avons aucun moyen coercitif de les bloquer. Il faudrait que nous marchions ensemble. C'est pour ça que quand nous tenons nos travaux, il y a l'État congolais, dans les divers aspects, qui est suffisamment représenté. C'est pour que nous recherchons petit à petit des voies et moyens, de manière à ce qu'on assainisse quand même la profession. Quelqu'un m'a dit qu'on a à peu près 200 chaînes de télévision dans un pays respectable. Ce n'est pas possible. Comment l'État congolais peut laisser comme ça n'importe qui? Ça a été libéralisé. Vous savez, les médias, oui, c'est une bombe. L'information, c'est une bombe. Bon, alors, on abandonne comme ça la vie du pays entre les mains des irresponsables. Donc, il y a ce côté-là, l'État doit prendre aussi ses responsabilités. Nous essayons dans la mesure de nos possibilités, avec le moyen logo qui soit à notre possession, notamment la commission, mais nous devons travailler ensemble pour essayer de limiter tant soit peu les dérapages. Voilà, pour limiter les dérapages, on a fini. Mais François Kaboulou, Mona Kaboulou, ça c'est entre parenthèses. Oui. On vous a aussi accusé. Oui. Vous aurez tenu des propos vis-à-vis du joueur, un des joueurs congolais. Vous en êtes où avec cette plainte? Vous savez, les gens parfois ils confondent des choses. Vous savez que nous, au niveau sportif, la critique professionnelle est autorisée. Vous avez suivi peut-être des matchs d'hier, par exemple. Oui. Vous avez vu que c'est la 90e minute que le Real est revenu dans le champ. Les journalistes, à ce moment-là,
peut dire, mais c'est pas possible. Comment expliquer à une minute les joueurs de Manchester City, ils étaient distraits et tout et tout. C'est dans ce sens-là. Moi, je fais une analyse à chaud. Après un raté. On rate la qualification à la Coupe du Monde. J'analyse avec des statistiques à l'appui. J'analyse les systèmes que l'entraîneur a mis sur pied. Un faux système. Parce que le système n'était pas bon. Sur l'ensemble des matchs, on jouait à 4 défenseurs. Mais curieusement, pour le match aussi important qui est qualificatif de la Coupe du Monde, il nous met 3 défenseurs. Et sur les 3 défenseurs, il y a 2 qui ne jouent pas. Je ne sais pas si je dois glorifier les joueurs qui ne jouent pas. J'ai dit, les joueurs ne jouent pas. J'ai des statistiques en Europe. Il y a des joueurs qui sont des touristes, qui nous viennent ici, qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu. Et des joueurs qui sont exigeants parce qu'ils font des pressions. Ils font même du chantage vis-à-vis de la fédération, vis-à-vis des ministères des Sports. Ils se font, ils obligent de se faire payer avant le match. C'est que vous ne trouverez nulle part. Les Benzema, quand ils ont joué hier, la prime, ils la touchent après. Il n'y a personne qui donne la prime avant. C'est là où je me suis insurgé. J'ai dit non, on ne peut pas nulle part au monde donner de l'argent aux joueurs. Ça les a déstabilisés quelque peu. Parce qu'au Maroc, il y a même une séance d'entraînement qui a été écourtée. Pourquoi? Parce que les joueurs étaient préoccupés par l'argent. L'argent déjà touché et gardé dans leur sac à l'hôtel, ils n'étaient pas concentrés. Ils disaient, oh non, Mbongo, Totiki Mbongo na ba chambre, donc vous voyez déjà, l'attention n'est pas focalisée sur le match, le sujet principal, l'attention est focalisée sur l'argent qu'ils ont laissé. Moi, j'ai critiqué ça, j'ai dit, non. À ce moment-là, les joueurs, on peut les assimiler à des escrocs. Ils viennent, ils s'arrangent, ils mettent la pression sur les décideurs. Bon, on dit, ok, c'est un peu ça les langages que nous devons condamner. Alors, j'ai dit ça. Ce qui a peut-être choqué les gens, c'était quand j'ai dit escroc. Escroc. Mais je suis revenu, je suis un gentleman. Vous êtes excusé. Je suis revenu pour dire si c'est ça qui vous a choqué, l'escroquerie. Bon, je retire. Mais l'idée reste que je défendrai toujours qu'on ne peut pas payer la prime avant le match. La prime est toujours liée au résultat du match. Mazembe joue dimanche à Lubumbashi, une demi-finale importante. Le président Moïse a déjà annoncé la prime. 10 000 $ à chaque joueur. Oui. Mais il ne les donne pas avant. Il dit aux joueurs, c'est lié au résultat. À condition de vous qualifier. Oui, le joueur qui est sur le terrain, c'est qu'il y a une prime à prendre. Il est surmotivé. C'est un peu ça. Donc, un lapsus, c'était juste ça. Mais le reste, l'analyse, je crois qu'elle était parfaite. Merci beaucoup, Monsieur François Kaboulou Mona Kaboulou, président de la commission des disciplines de l'UNPC. Restez branchés sur Télé 50, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. 20h dans l'Est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous bien.